Bien, on va pouvoir démarrer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Hein, j'espère que m'entendez bien. Donc, bienvenue sur ce webinaire organisé par l'Association française de l'éclairage Hauts-de-France-Ardennes sur la quantification des bénéfices environnementaux apportés par la télégestion. Et donc, on va prendre le cas d'usage de la trame sombre de la ville de Douai, donc qui a été mise en place en collaboration avec le bureau d'études Odyssée. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement à la partie technique et technologique de la trame sombre, de manière assez sommaire, pour vous expliquer voilà, ce qui a été mis en place en termes de technologie. Et ensuite, je passerai la parole à Louis et Aurélie pour la présentation de de la quantification des bénéfices. Si vous pouvez en dire quelques mots, Louis et Aurélie. Bien sûr, bonjour à tous. Euh, alors, si j'ai bien compris, Roger, on se présentera un peu plus longuement après, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Bon, bah alors, donc en un mot, on travaille donc dans le groupe Lacroix. On fait des solutions de télégestion de l'éclairage public depuis longtemps, et c'était devenu essentiel pour nous d'être capable de mesurer vraiment précisément euh, les bénéfices nets apportés par les solutions de télégestion, c'est-à-dire d'être capable de quantifier à la fois, si on prend par exemple les émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées grâce à ces solutions, euh, et de leur soustraire leur empreinte, liée notamment à leur fabrication, à leur installation, à leur maintenance, pour mesurer les émissions émittées nettes apportées par ces solutions, et c'est ce qu'on va vous détailler tout à l'heure. Parfait. Merci Louis. Voilà. Donc, je vais augmenter un peu la taille pour que tout le monde puisse voir. Hop. Donc, l'Association française de l'éclairage est une association loi 1901. Donc, c'est une société savante au service des acteurs, des différents acteurs de l'éclairage. C'est un espace neutre d'échange entre professionnels de l'éclairage et définit et diffuse les bonnes pratiques en la matière. Elle intervient notamment dans des groupes de travail ou des commissions de normalisation, de réglementation. Elle fait également des formations, des conférences. Elle édite de nombreux guides et ouvrages et participe notamment de nombreux groupes de travail. Elle est présente en France, à l'Europe, mais également à l'international. On a plus de 800 adhérents, donc vous voyez la décomposition, 28% d'installateurs intégrateurs, 25% fabricants et presque 21% de collectivités territoriales et syndicats d'énergie. Elle est divisée en 15 régions. Donc nous sommes aujourd'hui sur la région Hauts-de-France-Ardennes et chaque région a un bureau avec un président pour développer les activités en région. Vous avez en bas à droite un QR code qui vous permet d'avoir l'ensemble des informations sur notre association. Le site internet de l'association qui permet notamment d'avoir accès aux activités. Donc on a par exemple une enquête qui a été lancée sur les chiffres de l'éclairage, un guide d'achat des luminaires d'éclairage à l'intention des élus et des services techniques, notamment par rapport à la recrudescence des luminaires euh, entre guillemets éligibles au certificat d'économie d'énergie. Voilà, un retour sur une manifestation du centre régional Ouest Atlantique. Elle apporte aussi son côté expertise euh, dont je disais en introduction, par la rédaction de notes, de points de vue sur différentes thématiques. Donc on a notamment sur le guide sur les bonnes pratiques pour les installations d'éclairage extérieur, le guide du réemploi. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un guide sur la bonne pratique des drivers, un guide sur l'éclairage domestique. Je disais donc le guide des luminaires à coût artificiellement bas, les chiffres de l'éclairage. On travaille sur la révision des fiches RES EC 104 et l'arrêté relatif aux nuisances lumineuses.
Et on a mis en place très récemment un groupe de travail sur la vérification des installations d'éclairage extérieur, également sur le côté sur l'approche des bonnes pratiques. Et enfin, donc, j'ai la chance de pouvoir également co-animer avec Alain Trémaud le collège AFE de éclairage public, qui est un peu le garant de la parole de l'AFE lors de manifestations, d'associations, lors de groupes de travail également. Et enfin, donc l'AFE est représenté au sein de la CIE France, qui est la Commission internationale de l'éclairage. Voilà. Je vais donc commencer, là, si vous en êtes d'accord, la présentation sur la trame sombre, sur le projet de la trame sombre de la ville de Douai. Voilà. Et donc, quantification des bénéfices environnementaux. Alors, je disais, on va aborder surtout la partie technique et technologique de la trame sombre. Alors, donc, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un diagnostic la biodiversité, l'activité de la biodiversité, en prenant les chauves-souris comme indicateur, donc, qui a été réalisé par le cabinet Odyssée. Et donc en partenariat, on a donc mis en place techniquement une trappe sombre. Alors, une trappe sombre, pour moi, c'est l'adaptation des installations d'éclairage en fonction de l'activité de la biodiversité nocturne dans le but de rétablir des corridors écologiques nocturnes. Elle permet donc une conception et une maintenance optimisée, une modernisation bien évidemment des installations, une gestion durable, alliée à une sobriété énergétique et lumineuse. Et quand je dis sobriété lumineuse, je parle d'éclairer juste. Voilà. Et enfin, la finalité donc de rétablir des corridors écologiques nocturnes. Un éclairage durable et respectueux de l'environnement, mais également avec le côté l'approche innovante. Et bien évidemment, éclairer juste quand il le faut, là où il le faut, avec les bonnes quantités et la bonne qualité de lumière. Tout en respectant la sécurité des installations et des usagers, c'est primordial. L'adaptation de l'éclairage aux usages, on va tenir compte de l'activité des cycles et des piétons. Et enfin, l'optimisation technico-économique environnementale. Et cette notion d'environnemental est importante. Aujourd'hui, tout projet d'éclairage doit se faire en respectant des enjeux de biodiversité. Donc la prise en compte de la technologie, on avait forcément de base une solution un peu, comment dire, un éclairage avec une fonctionnalité un peu basique, un fonctionnement de booléen. Donc je fonctionne et je m'éteins la nuit, je m'éteins le jour. On ne cherche juste qu'à apporter du confort à l'éclairage, de l'ambiance, une qualité de service, tout en respectant la sécurité des installations. Donc cette fonctionnalité-là existe depuis toujours en éclairage, mais depuis une quinzaine d'années maintenant, l'intelligence embarquée a permis en plus, alors qu'on parle d'intelligence embarquée, ce sont par exemple des fonctionnements autonomes des drivers qui fonctionnent de manière comment dire, sans ajout d'une technologie extérieure. Elle permet d'optimiser les coûts de maintenance, de consommer l'énergie juste pour le besoin et d'adapter l'éclairage aux usages. On n'a pas ou peu d'activité la nuit, on peut se permettre de baisser la puissance délivrée de manière à baisser le niveau d'éclairement tout en étant conforme à la 13201, mais en réalisant de substantielles économies. Voilà, donc ça, c'était les fonctions premières de l'intelligence. Et on a rajouté une strate, l'intelligence embarquée et communicante. Donc c'est ça un peu la nouveauté, alors, qui est relativement récent. Alors, quand j'ai relativement récent, il faut se replonger à l'époque, en 2018, lorsque le projet a démarré. Donc, on fait un bond de 6 ans en arrière. Pour la télégestion des installations, l'adaptation de la température de couleur à la biodiversité. Donc ça, c'était quelque chose qui était novateur. Et l'adaptation très fine aux usages. Et donc là, on est déjà dans la haute technologie.
Et aujourd'hui, on a une étape supplémentaire qui est le Veritech. On a des capteurs multisensoriels qui permettent d'adapter encore plus finement l'éclairage aux usages. Quelles sont les prescriptions que l'on a mises en place? Donc, en accord avec Odyssée, on a travaillé sur les températures de couleur. C'est-à-dire que pendant les fortes périodes d'activité de la biodiversité, donc on emploie une température de couleur de 2200 Kelvin. Donc on est grosso modo mars-avril jusqu'à octobre, on emploie une température de 2200 Kelvin. Pour les périodes de moindre activité de biodiversité, c'est-à-dire pendant les périodes hivernales, on va employer une température de 2700 K. La, la particularité de ce projet, c'est que pendant les périodes d'été, on va alterner tous les jours les températures de couleur sur les luminaires. On a adapté l'éclairage à l'usage, donc on a adapté les niveaux d'éclairement et ou de luminance quand elles étaient requises en fonction des usages, et l'installation conservait un niveau de veille. Donc on a souhaité ne pas euh, éteindre l'installation, mais de baisser très fortement de manière à avoir un minimum de fonctionnement. Modulation de la puissance installée, donc on a baissé jusqu'à 85% de la puissance, pour des raisons technologiques, tout en satisfaisant la sécurité des déplacements, en mettant de la détection pour les piétons et les cycles. On a employé une photométrie, donc on a fait toutes les études d'éclairage avec un rapport ULR alpha, donc installé, proche de 0, voire 0 dans la grande majorité des cas. Je rappelle que l'arrêté du 27 décembre prescrit une valeur de 4% au maximum. Et on a donc travaillé très fortement, il y a un gros travail sur la photométrie des luminaires pour éclairer uniquement les surfaces utiles. Et enfin, donc on avait un sujet sur l'éclairage des passages pour piétons, où on a remplacé les dispositifs actuels qui fonctionnaient en permanence avec une température de couleur de 5300 Kelvin, donc ça c'est ce qu'on avait mis depuis des années, et on a remplacé ça par des dispositifs qu'on peut qualifier d'intelligents. Donc là, on a une typologie d'éclairage qui a été mis en place, donc avec les deux températures de couleur. Et actuellement, en ville, on est à 3000 dans certains cas, et on commence maintenant à généraliser le 2700 Kelvin. Sachant qu'il y a quand même un gain entre 2700 et 3000 Kelvin, il y a entre 8-9% à niveau d'éclairement équivalent de différence de puissance. Toute la nuit, l'été, voilà comment ça fonctionne. Donc la mise en marche de l'éclairage jusqu'à 22 heures, environ 2200 K. Ensuite, on abaisse à 50% de 22 heures à minuit. De minuit à 5h30, on baisse à 10% sur le 2700. Donc les deux modules LED changent. Donc on place sur le second module LED. Et ensuite, on met une détection de présence avec communicante qui nous permet d'éclairer là où c'est utile uniquement. Et le matin, donc on revient dès 5h30 à 2200 K. On a fait donc des choix en termes d'inclinaison de lumière. On a fait toutes les installations suivant l'application de la norme NFEN 13201. On a mis, vous voyez, donc on était sur des valeurs moyennes de luminance 1,4 à 1,3, parce qu'on a des zones qui sont, on le verra après sur la carte, qui sont circulées en permanence. On a des zones où on a 30 000 véhicules jour, et donc on ne pouvait pas, sur ces zones-là, on a un niveau d'exigence minimale à respecter. Et on a fait le choix également, d'un point de vue biodiversité, si vous regardez bien en termes d'efficacité, donc en termes de valeur moyenne d'éclairement, alors là c'est à la mise en service de 17 lux et de 19 lux sur ces voies importantes, de baisser le niveau d'éclairement l'été. On a donc également mis en place des scénarios de détection. Donc au départ, on s'était basé sur, on voulait avoir 3 modules LED, c'est-à-dire qu'avoir les 2002-2007, donc avec les fonctionnements tels que décrits, et la nuit, on voulait avoir un niveau de veille pour pas être totalement dans l'obscurité, comme je le disais. Or, de rajouter un troisième niveau avec de la télégestion, donc un niveau de veille de 10%, de 10 watts à 100%, on a préféré faire 100 watts à 10% en conservant le même module,
pour des questions d'esthétisme, on est en centre-ville, on a une esthétique importante en termes de dimensionnement d'appareils, de dimensionnement de support et de réseau. Donc l'ensemble, le fait de mettre un troisième module LED aurait causé des contraintes technologiques et économiques telles que la viabilité du projet aurait pu être remise en question. Donc on a fait en sorte de ne prendre que 10% de 2700 Kelvin pour le milieu de nuit. Pareil, en termes de photométrie, nous avons dû également adapter. Donc là, vous avez une voie qui est une voie départementale, donc qui est circulée de manière importante. Où nous avons uniformisé l'ensemble des optiques, des drivers et des profils nocturnes sur chaque secteur, dans un souci de maintenance. Donc là, vous voyez c'est indiqué là, 5139 134 watts, l'ensemble des mineurs du secteur, sur à peu près 700-800 mètres, auront le même profil nocturne et seront tous identiques. Pareil, dans la résidence qui est juste en dessous, nous avons la même chose. Tout est uniformisé et harmonisé de manière à avoir, dans un souci de maintenance, le même type d'appareillage. On a dès le départ pensé maintenabilité. Et donc ça se traduit notamment par la mise en place secteur par secteur, lot par lot, des différentes caractéristiques des luminaires. Et si vous pouvez regarder sur la partie droite en bas, ici, avec la souris, ici vous voyez, on a souhaité à chaque fois, lorsqu'on avait la puissance du luminaire qui était déterminée, on a stipulé que la puissance du driver était la plus proche possible de la puissance du luminaire dans le cas d'un souci d'optimisation des installations et de rendement, mais également de l'application de la règle du nombre qu'on va voir juste derrière. Donc ça, c'était aussi un vrai challenge de pouvoir travailler avec les différents fabricants, de pouvoir harmoniser et d'avoir ce type d'équipement adapté. Et donc là, vous avez un exemple de base de données. Donc on a chaque luminaire avait forcément un identifiant avec sa puissance et LED et sa puissance driver, son identification, son armoire et également sa référence de support. Il est important, notamment en termes de luminaire LED, aujourd'hui, de penser, dès qu'on pense installation, c'est de penser maintenance, GMAO ou tout autre système, à pouvoir retrouver la bonne information sur l'équipement qui a été installé. Sachant que là, on était dans le domaine de l'expérimental. Expérimental, notamment par rapport à l'application de la règle du nombre. Donc on a validé l'ensemble des planches, donc des différents circuits, et ça a été un frein au dimensionnement. Alors la règle du nombre, je rappelle, c'est le nombre de drivers maximal protégé par phase et par type et calibre de protection. Donc si je prends cet exemple-là, donc on était parti sur des drivers 110 watts, sur un B16, ça fait donc 10 drivers protégés. Or, un luminaire n'étant équipé que de 2 drivers, ça me fait donc 5 luminaires. Donc sur un circuit, je pouvais avoir au maximum 5 x 3, 15 luminaires en triphasé. Donc ça a été une vraie pénalité pour le dimensionnement, ce qui nous a amené également à revoir les dimensionnements des différents câbles et circuits de manière à être conforme. On fait juste le calcul, si j'avais 3 drivers ici, vous voyez, même si on avait 3 drivers, certes avec des puissances moindres, ça aurait été encore plus pénalisant en termes de dimensionnement. Donc c'est quelque chose aujourd'hui malheureusement qui est un peu survolé dans les projets d'éclairage, mais c'est une nécessité en termes de sécurité électrique. On a ensuite mis en place des dispositifs pour détecter les cycles et les piétons. Alors encore une fois, je reviens en 2018. À l'époque, il y a 6 ans, les dispositifs de télécommande, les capteurs multisensoriels que nous avons aujourd'hui, à l'époque, n'étaient pas développés. On commençait à parler un peu de caméras analytiques, de détecteurs discriminants, mais voilà, on n'était pas encore, on n'était même pas dans le domaine de l'expérimental, on était dans les balbutiements. Et donc, on a fait un choix technique et technologique, mais aussi économique,
sachant qu'on était sur 600 points lumineux à remplacer, de mettre des détecteurs infrarouges, donc des capteurs infrarouges, avec des masques et des positionnements qui permettent de détecter, grosso modo, lorsqu'on est à 4,50 m de haut, de détecter dans un cône de base de rayon de 10 mètres. Et de créer des groupes. Des groupes, donc on parle de groupes, c'est j'éclaire lorsque je suis détecté sous le luminaire. Étant donné qu'on va parler des cycles, on va mettre en service 2 luminaires avant et 2 luminaires arrière, de manière à créer un groupe de 5. Sur un giratoire, on crée la totalité, on éclaire la totalité du giratoire, et lors de carrefour, qui est le cas le plus difficile, on adapte finement l'éclairage. Donc cette adaptation fine aux usages a permis notamment, lors du projet, de pouvoir éclairer les zones qui étaient proches des canaux, proches de la rivière, de la Scarpe et du canal de dérivation de la Scarpe, de manière à limiter les nuisances lumineuses et de n'éclairer lorsque c'était utile. Techniquement, voici un petit peu ce qui a été mis en place au niveau des luminaires. Donc on a un type d'éclairage, donc avec un paramétrage sur site, on l'aura. Un nœud communicant en DALI pour le driver, en CPL vers la barre de commande, et des dispositifs de communicants qui communiquent eux en LoRa. On communique à la barre de commande en CPL, un courant porteur en ligne, avec un dispositif de télégestion centralisé dans l'armoire. Et ensuite, on passe en GPRS, GSM, donc la 4G, vers les serveurs et qui ensuite permet d'être interrogé en TCP/IP. Donc, une des difficultés technologiques de ce système, outre la gestion différenciée des deux modules à LED, a été de pouvoir faire cohabiter ces différents protocoles de communication en tenant compte de la gestion différenciée. Donc là, c'était un sacré challenge parce que ça n'avait pas encore été réalisé, sachant qu'on avait donc un fabricant de luminaires, un fabricant de drivers, un fabricant de solutions de télégestion, et que les trois technologiquement devaient pouvoir communiquer ensemble pour arriver à un résultat. Et donc là, on a passé beaucoup de temps sur site en termes de réglage, de communication. Je remercie l'ensemble des partenaires du projet qui ont permis de le mener à bien justement pour pouvoir être fonctionnel aujourd'hui. On a donc, vous voyez sur la gauche ici, donc on est sur la route de tournée qui est une voie de circulation à plus de 30 000 véhicules jour, donc qui est pour notre collectivité qui est une voie à forte circulation. Donc on était donc sur une température de couleur de 2700 K, encore une fois en 2018, c'est-à-dire il y a 6 ans. Aujourd'hui, cette source se démocratise. On en trouve, l'essentiel des installations se fait en 2700 K maintenant, mais à l'époque c'était encore un peu à la marge. Donc on a des mesures d'éclairage, et vous voyez, donc on a un niveau d'éclairement, donc on était sur cette même voie à 12,2 lux, avec une température de couleur de 2777 Kelvin. Et sur la partie droite, ici, vous voyez, on est donc à presque minuit, donc on avait des mesures de puissance qui montrent bien le niveau d'abaissement, voilà, et en watts, ici en var, donc par rapport aux installations. Voilà, donc on était un peu à minuit, voilà. On a ensuite mis en place un dispositif d'accentuation de passage pour piétons qui permet de détecter des piétons lorsque les piétons sont sous le support qui les détecte, et uniquement, et de pouvoir éclairer, de mettre en face, vous voyez sur la photographie, donc on imagine un piéton qui traverse, un détecteur, un dispositif qui éclaire, les deux doivent pouvoir communiquer. Et donc on a mis en place des dispositifs communicants avec des masques spécifiques qui ont été développés pour le projet, qui permettent de ne détecter que lorsqu'on est sous le lampadaire ou sous le détecteur. Et ça, pareil, c'est expérimental, ça n'avait jamais été réalisé. C'est d'ailleurs passé sur TF1 en septembre 2022, au journal de 20h, parce que c'est quelque chose qui était tout. On a vu beaucoup de choses qui ont été faites en éclairage. Là, la technologie communicante avec des détecteurs spécifiques, des masques qui ne détectent lorsqu'on est piéton uniquement,
avec des groupes, ça n'avait jamais été fait. Et donc, on est encore dans le domaine de l'expérimental sur ce projet. En quelques chiffres, donc, on avait démarré donc, le diagnostic en mai-juin 2021, donc, par Odyssée. On a ensuite réalisé les travaux de 2021 à juin 2022. Alors, pourquoi, pourquoi ce décalage? On a eu la crise sanitaire, donc il y a eu posé un gros souci en termes de commandes et de livraison de matériel. Et on a eu ensuite la crise politique avec la guerre en Ukraine qui a causé un second, un second décalage dans le temps des travaux. L'impératif étant de faire une étude d'impact dans les mêmes conditions que le diagnostic afin de valider les travaux qui ont été faits. Et donc cette étude d'impact a été réalisée par Odyssée dans le cadre d'une consultation en juin 2023. On avait 1,7 million de travaux, dont 1 193 000 subventionnés par le FEDER via la région. Donc je tenais également à les remercier pour cette participation financière donc à ce projet expérimental qui a permis donc d'adapter 600 points lumineux à cet éclairage innovant sur 25 armoires de commande. Ça représente 103 hectares. 103 hectares, donc à peu près un sixième de la ville en termes de surface, c'est très important. Les gains énergétiques estimés et relevés également sur les factures, on a baissé de 77% la consommation énergétique sur le projet, ce qui est quand même très important. On a décidé ensuite, comme je disais, de ne conserver que 2 drivers et 2 détections parce qu'on avait cet impact esthétique des luminaires. Le choix technico-économique d'avoir 2 modules LED avec un surcoût illimité pour le troisième et également la maintenance, donc qui a été le fil conducteur de tout le projet depuis la conception, le dimensionnement, l'installation, avec une harmonisation des profils nocturnes, donc les drivers, les puissances, les optiques par secteur, et également l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est posé la question lors du projet, euh, on installe aujourd'hui, on va maintenir comment, dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, on pourra pérenniser l'installation. Et donc ça, c'était aussi un challenge de pouvoir dès à présent anticiper ces évolutions technologiques. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Non, je vais passer la main à Louis et Aurélie pour pouvoir faire la partie de leur présentation. Merci à tous. Merci beaucoup, Roger. Donc, bonjour à tous. On va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Louis Pratt. Moi, je suis en charge du développement durable au sein du groupe Lacroix. Et puis, je suis donc là aujourd'hui avec Aurélie. Oui, donc moi c'est Aurélie Pigot, j'ai rejoint Lacroix il y a à peu près 1 an, justement pour travailler sur une mission de quantification des bénéfices environnementaux. Voilà. Donc, on va très rapidement, juste pour que vous sachiez d'où on parle, donc Lacroix, on est une ETI technologique industrielle internationale. On fait à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3 grandes activités, et notamment une en tant que sous-traitant électronique, c'est-à-dire qu'on fabrique des cartes électroniques, et puis 2 autres activités, environnement et city. Et l'activité que vous connaissez peut-être, c'est au sein de notre activité city, on a une business unit éclairage public, donc qui conçoit et fabrique des solutions d'IoT industrielles pour la gestion de l'éclairage public. C'est de ces solutions qu'on va vous parler aujourd'hui. Très rapidement, on a donc ces solutions que vous voyez en haut à droite sur les écosystèmes de détection d'abaissement pour optimiser l'éclairage public. On a aussi des solutions dans d'autres business units du groupe sur l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipements qui vont permettre de détecter notamment les fuites d'eau sur les réseaux, et puis aussi des équipements de télégestion des réseaux de chauffage. L'ensemble de ces solutions ont évidemment une empreinte qu'on mesure en général via une analyse de cycle de vie qui prend en compte l'intégralité des étapes du cycle de vie, donc la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie.
Ce qu'on souhaite montrer, c'est que ces solutions ont un impact net positif, c'est-à-dire ce que je disais un peu en introduction, que les bénéfices qu'elles vont engendrer au cours de leur utilisation, que ce soit des économies d'eau pour nos solutions dans l'eau, mais des économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre à éviter, sont supérieures à leur empreinte. Et donc pour ça, on a lancé cette mission il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on est dans un contexte aussi où il y a une multiplication des solutions technologiques dites à impact, et il y a des vraies interrogations légitimes sur la pertinence de ces solutions et sur leur capacité à avoir réellement un impact et à être capable de le démontrer. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir une quantification qui soit précise et puis qui soit aussi transparente sur les hypothèses qu'on a prises, les résultats. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, alors, il y a des méthodologies qui existent, et on en a choisi une en particulier dont on s'est inspiré, mais il n'y avait pas vraiment de méthodologie ni d'outils standardisés de référence. Et c'est pour ça qu'on a lancé il y a à peu près 1 an maintenant ce travail sur le développement d'une méthode et d'un outil de quantification qui soit vraiment robuste et opposable, mais aussi pragmatique. C'est des exercices un peu comme un bilan carbone sur lesquels on pourrait vraiment passer des mois, des années. Donc, il fallait trouver le juste milieu. Donc pour vous présenter un petit peu la méthodologie, en fait, comme Louis l'a un petit peu expliqué, il y a énormément de méthodologies qui existent, qui ont été publiées par différents acteurs, donc des organisations internationales, des agences nationales comme l'ADEME, des entreprises aussi parfois, mais aucune ne fait vraiment référence pour le moment. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est en fait faire un peu un état de l'art de toutes ces méthodologies et guides qui existaient et de les comparer. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc on a à peu près une douzaine de méthodes et on a utilisé un certain nombre de critères. Donc notamment, on a regardé au niveau de la légitimité. À quelle échelle est-ce que la méthodologie a été utilisée? À l'échelle d'une entreprise uniquement ou est-ce que c'était plutôt à une échelle internationale? On a aussi regardé si elle s'appuyait sur certaines normes ou pas. On avait notamment aussi un critère, donc est-ce que c'était une méthodologie dite monocritère ou multicritère? Il y a des méthodologies qui sont uniquement utilisées pour quantifier ce qu'on appelle les émissions évitées. Et il y en a d'autres qui sont par contre multicritères et qui permettent de quantifier l'ensemble des indicateurs environnementaux. On a regardé notamment aussi un petit peu la précision des méthodologies. Est-ce qu'elles avaient beaucoup d'étapes? Est-ce que c'était détaillé? Tout en gardant ce qu'on a appelé un critère d'applicabilité. L'idée, c'était certes d'avoir une méthodologie très robuste et détaillée, mais il fallait pas non plus que ce soit extrêmement chronophage. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même un juste milieu et donc une méthodologie applicable. Donc, la première comparaison qu'on a faite, elle nous a permis d'identifier 7 méthodes qu'on voit ici en vert à droite. Et parmi ces 7 méthodes, on a ensuite fait une nouvelle évaluation. Donc là, on les a vraiment mises en pratique. On les a comparées et cette nouvelle étude, elle nous a permis de sélectionner une méthodologie dont on s'est inspiré, qui s'appelle la méthodologie empreinte projet, donc développée par l'ADEME en 2021. Pour vous présenter un petit peu les étapes de la méthode qu'on a construit essentiellement inspirée d'empreinte projet, le principe, c'est déjà de faire une étape de cadrage assez générique. L'objectif, c'est vraiment de définir le projet qu'on souhaite quantifier et les différents indicateurs environnementaux. Et vraiment de aussi justifier la pertinence du projet. Est-ce que les solutions installées sont apportent a priori plus de bénéfices que leur empreinte? Deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la définition des scénarios. L'idée, en fait, c'est les bénéfices environnementaux vont être calculés par rapport à ce qu'on appelle un scénario de référence, qui est l'alternative la plus probable en l'absence de la solution. Et donc, c'est une étape vraiment importante de bien définir ce scénario de référence. On va présenter un petit peu plus en détail justement les étapes sur le cas d'usage de la ville de Dole. Ensuite, on va pouvoir faire un inventaire de l'ensemble des conséquences qui sont induites par le projet. Donc, ça peut être des conséquences qui apportent des impacts positifs comme négatifs. On va faire un inventaire de toutes ces conséquences et ensuite on va pouvoir justement justifier précisément quelles conséquences on va prendre en compte dans la quantification.
Ensuite, une fois qu'on a identifié les conséquences à quantifier, on va pouvoir faire une collecte de données et calculer vraiment l'impact net. Ça, je vais définir juste après comment est-ce qu'on fait ça. Et ensuite, une fois qu'on a les résultats, eh bien, on peut interpréter ces résultats, calculer un certain nombre d'indicateurs et aussi évaluer un petit peu la fiabilité du résultat. Si on revient sur l'étape 5, qui est donc le calcul de l'impact net, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire l'inventaire de toutes les conséquences à chaque étape du cycle de vie. Donc à la fois au niveau de la production, de l'installation, l'utilisation, entretien, maintenance et fin de vie. Et ça, on va pouvoir le calculer à la fois dans notre scénario de référence et à la fois dans notre scénario où on a installé la solution. Et donc, une fois qu'on fait la différence, on obtient l'impact net. Comme nous, il est aussi un peu présenté au niveau du contexte, l'idée c'était à la fois d'avoir une méthode, mais aussi de développer un outil opérationnel qui soit vraiment dédié et qui puisse être utilisé pour appliquer la méthode de quantification et pouvoir aussi l'appliquer en fait à n'importe quel cas d'usage, donc pour l'installation de n'importe quelle solution technologique. Donc là, ce que vous voyez, c'est des captures d'écran justement d'outils. C'est un outil format Excel qui est divisé en un certain nombre d'onglets qui suivent les étapes de la méthode et qui permettent vraiment de faire l'inventaire de toutes les conséquences, de les calculer, et puis aussi d'avoir un petit peu un aperçu des résultats avec à la fois l'empreinte de la solution et en parallèle les bénéfices qu'elle permet d'apporter. Donc, en l'occurrence, on a réalisé un cas d'usage avec Roger sur le cas de la ville de Douai, sur le cas de la trame sombre. Donc, les solutions installées ont déjà été bien présentées. Juste pour citer les noms, donc on avait d'un côté des unités centrales de gestion, donc TGIS, qui permettent, qui sont dans les armoires d'éclairage et qui permettent de faire l'abaissement. Et ensuite, on avait tout un écosystème de détection, donc Sense-ICT, qui permettent de détecter les usagers, pouvoir rallumer la lumière au moment de la détection. Et enfin, on a la plateforme qui permet à l'utilisateur de visualiser l'ensemble des points lumineux, visualiser les consommations, etc. Et aussi visualiser les anomalies. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début de la nuit, l'intensité lumineuse est au maximum. Ensuite, on a un abaissement et l'intensité lumineuse peut être remontée à 100% lorsqu'on détecte un usager. Alors, peut-être juste, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro allumé, il y a un peu de bruit. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement l'éteindre. Donc, on a commencé, comme on le fait toujours dans ces missions de quantification, par définir le scénario de référence. C'est vraiment clé parce que c'est à partir de ce scénario-là qu'on va quantifier les bénéfices. Dans le cas du projet de la trame sombre de la ville de Douai, on a décomposé le projet en 2 étapes. D'abord, l'installation de LED sur un parc SHP, c'est la première étape. Donc, un parc SHP, c'est la situation historique. Et l'installation de LED, c'est la partie solution pour cette étape 1. Donc, en fait, pour l'étape 1, le scénario de référence, c'est le parc SHP. Et puis, et donc là, on a considéré une durée de vie de 20 ans, qui correspond à la durée de vie théorique des LED. Et puis une deuxième étape où on va installer des solutions donc, de télégestion sur un parc LED. Donc là, pour cette deuxième étape, le scénario de référence, c'est le parc LED. Et là, on a considéré une durée de vie de 15 ans, qui est là aussi la durée de vie théorique de nos solutions de télégestion. Donc, pour Roger et pour la ville de Douai, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir avoir une vision complète sur les bénéfices de l'ensemble du projet, donc les 2 étapes. Pour la Croix, évidemment, l'intérêt est plutôt sur la deuxième étape, c'est-à-dire d'être capable de quantifier précisément, d'isoler les bénéfices apportés par les solutions de télégestion. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. On va passer brièvement sur l'étape 1 pour se concentrer après plutôt sur l'étape 2. Donc cette première étape où on va installer des LED, on va passer des SHP au LED. Vous voyez dans le schéma qui est à l'écran tout ce qu'on a pris en compte dans la quantification. Donc on va quantifier l'énergie économisée et les émissions de gaz à effet de serre évitées.
Et puis, pour chaque étape du cycle de vie, on va prendre en compte un certain nombre de choses. Donc, pour la production, la distribution, on va prendre en compte la fabrication des sources lumineuses, que ce soit des SHP ou des LED, les ballasts, les drivers, les coffrets de raccordement. On va considérer évidemment pour l'installation les déplacements des 3 entreprises qui sont intervenues pour remplacer les SHP par des LED. Enfin non, je crois qu'il y en avait qu'une d'ailleurs en l'occurrence sur cette étape-là. L'utilisation d'un camion nacelle. Pour l'utilisation, évidemment, on va compter la consommation d'énergie des sources lumineuses. On a considéré 4114 heures par an. La consommation aussi des ballasts et des drivers. Alors, ce que vous voyez, je ne l'ai pas précisé, mais ce qui est en vert, c'est ce qui va correspondre plutôt à des bénéfices liés à l'installation des LED, et ce qui est en bleu va plutôt correspondre ce qui est en bleu et non gras va plutôt correspondre à des empreintes. C'est-à-dire que si je prends par exemple la partie production-distribution, la production de sources lumineuses LED, de drivers et de coffrets de raccordement va avoir un impact environnemental plus grand que la production de sources lumineuses SHP et de ballast. Donc, je continue sur la partie entretien-maintenance. On a pris en compte le remplacement périodique et correctif des sources lumineuses, le remplacement des ballasts et des drivers, et avec à chaque fois les déplacements, l'utilisation d'un camion nacelle, et puis en fin de vie, le recyclage de l'ensemble de ces équipements. Donc, le résultat, si on se concentre sur la consommation d'énergie, on a encore une fois sur 20 ans, donc on passe de 12,5 gigawattheures de consommation sur 20 ans à 5,2 gigawattheures dans le cas d'un parc LED. Donc on a un gain si on prend en fait l'intégralité du cycle de vie en compte, donc pas uniquement la consommation d'énergie, mais bien tout le reste, parce que c'est vraiment le but de cette étude, c'est d'avoir une vision globale et nette. On a un gain de près de 7,4 gigawattheures sur 20 ans, donc une réduction de 60% à peu près de l'énergie et de 47% des émissions de gaz à effet de serre. Vous verrez que globalement sur l'étape 1 et l'étape 2, les émissions évitées peuvent paraître assez faibles, ce qui est évidemment dû au fait qu'on a un mix énergétique décarboné en France. Et donc, on a quand même un gain très significatif de 7,4 gigawattheures sur 20 ans et une réduction de 60% de la consommation d'énergie quand on considère l'ensemble des étapes du cycle de vie en passant des SHP au LED. Voilà, tu peux passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, là, on considère l'installation d'équipements de télégestion à partir d'un parc LED, donc sur un parc qui est déjà équipé en LED. Donc là, sur la partie production-distribution, on va compter uniquement la fabrication des solutions TGIS et Sensi-City, leur installation, cette fois-ci par 3 entreprises qui étaient situées à des distances différentes de Douai. Donc on a à chaque fois pris en compte évidemment la distance exacte, les déplacements parcourus, l'utilisation là aussi d'un camion de nacelle. Sur la partie utilisation, on a une réduction de la consommation d'électricité qui est permise par les solutions de télégestion, mais à l'inverse, ces solutions consomment elles-mêmes de l'énergie. Elles ont une empreinte numérique qu'on a aussi prise en compte. Du côté des bénéfices pour l'entretien et la maintenance, on a une suppression des tournées de nuit qui étaient obligatoires quand on n'avait pas de télégestion et qui sont devenues inutiles quand on en a. Mais on a à l'inverse, comme on a installé des équipements, il peut arriver qu'ils tombent en panne. Donc il faut dans ce cas-là, les réparer, éventuellement les remplacer. Donc là aussi, on a pris des hypothèses pour ça, des déplacements, encore une fois, l'utilisation de la nacelle. Et puis en fin de vie, la désinstallation et le recyclage des équipements. Donc on va maintenant rentrer, je vais laisser la parole à Aurélie, mais dans le détail de chacune des étapes du cycle de vie. Pour commencer, on va commencer par la première étape, donc la production et la distribution. Juste avant de préciser justement chacune des étapes, la structure des slides sera à peu près la même sur toutes les étapes et je vais juste vous expliquer un petit peu. En haut à gauche, vous aurez en fait l'étape à laquelle on se situe et les éléments quantifiés, donc ceux qu'on vient de détailler dans l'inventaire.
Là, en l'occurrence, on va compter la production des solutions TGIS et Senticity. Ensuite, dans tout le panneau à gauche, ce sera différentes informations, donc que ce soit des hypothèses qu'on a prises, des résultats intéressants ou certains enseignements. Donc là, ce qui a été pris en compte dans l'étape de production, on a en fait l'inventaire de toutes les solutions qui ont été installées, donc à la fois les détecteurs de mouvement, les unités centrales de gestion, les différents équipements aussi dans les coffrets. Et donc tout ça, tous ces équipements, on connaît leur impact grâce aux analyses de cycle de vie qui ont été réalisées. Et l'enseignement principal, c'est que les détecteurs de mouvement ont la contribution la plus importante sur cette étape. Elles représentent 70% de l'énergie. Ce qu'on voit à droite maintenant, c'est un histogramme qui représente en fait l'empreinte cumulée, l'empreinte et les bénéfices cumulés tout le long du cycle de vie. Donc en l'occurrence l'énergie à gauche et les émissions à droite. Donc là, ce qu'on voit apparaître, c'est une empreinte. Donc tout ce qui va être positif, ce serait une empreinte. Et en dessous, on verra apparaître les bénéfices. Donc pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'on compte que l'empreinte des solutions. Et en haut, il y aura en fait le résultat total, l'impact net sur 15 ans, à la fois pour l'énergie et pour les créations. Si on passe maintenant à la deuxième étape, donc qui est l'étape d'installation, donc là cette fois-ci on va prendre en compte les déplacements des différentes entreprises et sur place l'utilisation d'une nacelle pour installer les solutions. Donc là il y avait 3 entreprises qui étaient situées à différentes distances, qui utilisaient aussi différents types de véhicules, que ce soit un véhicule léger ou un poids lourd. Donc on a aussi compté que ça ne correspondait pas à la même consommation de carburant. Et donc on a différents impacts. Une des hypothèses qu'on a prises aussi, c'est que dans le cadre du projet Trame Sombre, l'installation des solutions s'est faite en fait en même temps que l'installation des LED. Donc on a décidé de mutualiser ces déplacements et installations en faisant 50% pour chaque, à la fois 50% pour les LED et 50% pour les solutions. Si on regarde maintenant au niveau des histogrammes, donc là évidemment c'est à nouveau que de l'empreinte. Donc on va venir ajouter l'étape d'installation, donc on obtient là, on a 43 MWh d'empreinte et 13 tonnes de CO2 équivalent. Si on passe maintenant à l'étape d'utilisation, donc on l'a séparé en deux, cette étape. La première partie, ça correspond à la réduction de la consommation d'énergie pour l'éclairage. Donc là, comme ça a déjà été présenté, l'éclairage, il a lieu en fonction de scénarios horaires, journaliers, mais aussi saisonniers, qui dépendent des types de luminaires. Et ce qu'on a vu, c'est que l'éclairage il y avait un boost sur détection. Et ça, on a pris l'hypothèse, après une petite étude, on a vu qu'on pouvait prendre à peu près 60 minutes à 100% sur détection par nuit et par point lumineux. Donc c'est une hypothèse qui est quand même assez haute. Et en prenant cette hypothèse et en faisant tous les calculs, on se rend compte que quand on passe d'un scénario avec un éclairage LED avec 100% de puissance nominale, donc 4114 heures par an, à un scénario où on a les LED plus de la télégestion, on passe de 3 GWh à 1,7 GWh sur 15 ans. Donc ça représente quand même 46% de réduction. Et évidemment, ce bénéfice, c'est vraiment le bénéfice principal sur l'ensemble du cycle de vie. Il représente 96% de l'ensemble des émissions évitées et 99% de l'énergie économisée sur l'ensemble du cycle de vie. Donc si on regarde au niveau de l'histogramme, là on va apparaître des bénéfices qui sont vraiment importants et qui permettent cette fois-ci de passer à un impact net positif. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, il y a aussi une empreinte, qui est justement la deuxième partie de la phase d'utilisation. Donc certes, on gagne de l'énergie et des émissions avec la réduction de la consommation d'électricité pour l'éclairage, mais les solutions nécessitent aussi, elles ont une consommation et il y a une empreinte numérique à prendre en compte. Donc là, justement, ce qu'on peut voir dans le tableau à gauche, c'est les modes de fonctionnement des différentes solutions. Donc, on va avoir les détecteurs de mouvement et les nœuds de communication qui sont éteints le jour, qui sont allumés la nuit seulement lors des échanges de communication et qui sont en veille le reste du temps. Et ensuite, l'unité centrale de gestion TGIS qui va être en veille 24 heures sur 24. Et au niveau de l'empreinte numérique, ce qu'on a pris en compte globalement, c'est les différentes
consommation d'énergie pour envoyer les données, le fait aussi de devoir stocker les données, faire des mises à jour. On a aussi pris en compte le fait que l'utilisateur peut consulter l'interface web, donc avec un certain nombre de temps de navigation. Et aussi, on va prendre en compte les différentes alertes d'anomalies qui ont lieu via mail ou via SMS. Et donc là, un des résultats intéressants, c'est que l'empreinte numérique, ça représente 28% de la consommation d'énergie pour l'utilisation, donc 28% des 60 qu'on peut apparaître ici à droite. Alors maintenant, si on passe au niveau de la partie d'entretien et maintenance, donc là, il y a deux choses. On va avoir à la fois un bénéfice, qui est le fait que on va supprimer les tournées de nuit. Donc, ces tournées de nuit, elles avaient lieu avant à peu près 2 fois par mois sur le réseau. Donc, on va pouvoir éviter tous ces déplacements. Mais en revanche, on va avoir une empreinte qui est liée aux solutions parce que il faut faire de la maintenance à la fois préventive ou corrective, enfin plutôt corrective d'ailleurs, sur les solutions. Et donc là, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a à la fois empreinte et bénéfice, mais au total, on reste quand même largement en impact positif. Et alors enfin, si on regarde la dernière étape, qui est l'étape de fin de vie, là, on va prendre en compte le recyclage de tous les équipements, mais aussi les déplacements, justement pour faire la désinstallation des équipements. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que lors de la désinstallation des équipements, on va aussi en installer de nouveaux. Donc, on va mutualiser les déplacements, pareil, 50%, 50%. Donc là, on peut à nouveau l'ajouter aussi. Alors, on se rend compte que le recyclage, sa contribution n'est pas énorme, mais là, on regarde sur des critères de consommation d'énergie et d'émissions. Mais il faut savoir que le recyclage, ça a aussi un impact assez important sur d'autres indicateurs environnementaux, notamment au niveau des ressources, etc. Donc, c'est pas négligeable non plus. Alors maintenant, on va regarder les résultats un peu plus génériques sur l'ensemble du cycle de vie. Je te laisse présenter. Oui, merci Aurélie. Donc là, vous voyez à droite la synthèse avec l'ensemble des étapes du cycle de vie, que ce soit pour la partie énergie ou pour la partie émission. Donc sur l'énergie, on a un gain de à peu près 1,3 gigawattheure sur les 15 ans qu'on a considéré pour la durée de vie de ces solutions de télégestion, et un gain en émissions de CO2 de 70 tonnes. Ça correspond donc encore une fois par rapport à un parc LED. Le fait d'installer de la télégestion va permettre des économies d'énergie et de gaz à effet de serre de l'ordre de 40%. Donc c'est relativement significatif. L'installation et la maintenance, c'est à noter, comptent quand même pour près d'un quart de l'empreinte carbone. Donc vous voyez les 19 là à droite, les 19 tonnes de CO2 qui correspondent à l'empreinte carbone des solutions sur l'ensemble de leur durée de vie, il y en a à peu près un quart qui sont liés à l'installation et la maintenance, notamment du fait que on a potentiellement des distances qui sont pas tout à fait négligeables, de plusieurs dizaines de kilomètres qui sont parcourus par les prestataires. Donc ça peut être pertinent d'aller choisir des prestataires le plus proche possible, qui idéalement utilisent des véhicules électriques ou alors peu consommateurs de carburant. Et donc là, on a remis la synthèse des deux étapes. Donc vous voyez bien étape 1, étape 2. On retrouve sur la partie énergie, par exemple, nos 7 gigawattheures économisés sur 20 ans, qui représente une réduction de 60% par rapport à un parc SHP. Et ensuite, une fois qu'on a des LED, on va pouvoir réduire encore de 40% en installant des solutions de télégestion. Voilà, et puis on a fait aussi l'exercice de mesurer les bénéfices économiques du projet. Donc vous voyez à droite l'ensemble des éléments qu'on a pris en compte. Pour les coûts de l'électricité, on a pris ceux en vigueur en 2024. Donc après, évidemment, c'est questionnable, hein, c'est ajustable à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de ces coûts, mais on voit des bénéfices très importants sur l'étape 1, hein, donc le passage à des LED. On est pas loin de 800 000 € par an sur un projet comme la trame sonde de la ville de Douai. Et puis pour l'étape 2, des bénéfices de l'ordre de 150 000 € par an
Là encore, on prend en compte l'intégralité du cycle de vie, donc tout ce qu'on a considéré quasiment dans la partie quantification de l'énergie et des gaz à effet de serre. Voilà. C'était intéressant aussi de faire cet exercice pour montrer qu'il y a des bénéfices à tous les niveaux, hein, que ce soit environnementaux ou économiques. En conclusion, donc nous, c'était le premier cas d'usage qu'on menait à bien vraiment de manière très détaillée avec la méthode et l'outil qu'on a développé. Donc ce qu'on en retire, c'est que c'est quand même un gros travail. Ça nécessite de collecter une grande quantité de données. On avait dans notre onglet de données pas loin de 600 lignes de données. C'est assez chronophage. Ça nécessite aussi une bonne collaboration en interne pour nous, que ce soit entre notre service à la RSE, mais aussi la R&D pour avoir toutes les ACV des équipements, mais aussi le marketing pour des données plus liées à l'utilisation. Et puis évidemment une communication importante avec Roger et avec ses équipes pour récupérer l'ensemble des éléments. Et on remercie aussi au passage les 3 entreprises qui ont participé, qui ont permis qui nous ont donné un certain nombre de données, notamment sur la partie installation maintenance. On a maintenant du coup une méthodologie complète et un outil opérationnel qui nous permet de réaliser ces études sur d'autres cas d'usage. On vient de terminer aussi un cas d'usage plutôt lié à nos solutions dans l'eau. Et puis la méthode permet de quantifier aujourd'hui facilement l'eau, l'énergie économisée, les émissions de gaz à effet de serre évitées, mais elle est potentiellement transposable à d'autres indicateurs environnementaux et pourquoi pas aussi à des bénéfices sociaux. Je sais qu'on a par exemple des solutions dans la gestion de trafic. Bon, on peut imaginer que ces solutions permettent de réduire la pollution de l'air et donc in fine des bénéfices en termes de santé. Alors, c'est sans doute plus délicat à quantifier, ça nécessite des hypothèses plus importantes, mais c'est théoriquement possible avec cette méthode empreinte projet. Voilà, et puis donc on a synthétisé l'ensemble des résultats et de nos travaux dans donc une plaquette de synthèse, 4 pages, qui est vraiment plutôt centrée sur l'étape 2, hein, donc les bénéfices apportés par la télégestion de l'éclairage public, mais aussi un rapport d'études complet là, qui fait une 40aine de pages, où on va présenter en détail les 2 étapes et puis l'intégralité des hypothèses qu'on a prises. C'est essentiel pour nous, comme on pourrait nous accuser, et c'est le cas d'être un peu jugé parti, et c'est donc essentiel pour nous d'être totalement transparent sur les résultats, les hypothèses qu'on a prises. Voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir ces documents-là. Il y a juste un QR code à scanner, 2-3 informations à rentrer, et puis on vous envoie les rapports complets. Voilà, je crois qu'on a fini. Oui. Voilà, parfait. Merci Louis et Aurélie. Merci pour cette présentation. Voilà. Alors, on va pouvoir prendre les questions s'il y en a. Nous vous écoutons. Alors, vous pouvez les poser soit en prenant la main, soit en mettant sur le chat. Alors, c'est vrai que c'était le projet d'Altramsomb était expérimental d'un point de vue technique et technologique. Encore une fois, par rapport à 2018, aujourd'hui, on s'aperçoit que les luminaires avec plusieurs modules LED et gestion différenciée commencent à se commercialiser. Donc c'est quand même c'est quand même important. Et ensuite, cette approche aussi également de quantification des bénéfices, comme vous le disiez, ce sont des choses qui sont qui sont expérimentales et novatrices. D'ailleurs, il y a également le CEREMA qui travaille aussi sur une étude de ce type-là. Voilà, comme quoi c'est un vrai sujet. C'est aussi en lien avec la commande publique. C'est en lien avec l'approche environnementale au sens large du terme. On parle de biodiversité, on parle d'énergie, on parle de maintenance, on parle d'émissions de CO2. Voilà, donc ça permet cette approche
d'avoir une approche environnementale la plus transversale possible. Et ça, c'est un vrai progrès. Et j'espère que ça servira pour d'autres applications en éclairage. Bonjour Philippe, Philippe Cariou de Rennes. J'avais une Oui, petite question. Combien de points lumineux, je regardais les coûts là, combien de points lumineux vous avez sur Douai? en tout au total, on doit être à Ouais. 9700. Donc les 15,9 millions là qu'on a vu tout à l'heure pour la transmission SHP LED, c'était pour 9700 points lumineux. Non, c'était uniquement pour la partie trame sombre, mais ça comprend la totalité des éléments de toute étude. Ça ne comprend pas que le gain en kilowattheure d'un point de vue énergétique. Ça comprend tout l'impact environnemental. Et sur la durée de vie, hein, vous avez précisé, hein, c'est sur les 15 ans. Oui, tout à fait. 15 ans, 20 15 ans ans, et oui. 15 ans. Ouais. 15 ans et 20 ans, Damien, tout à fait. Ouais, j'ai une question, vous avez mis la détection partout, la détection de présence alors? Parce que Ouais, du coup, je me posais la question et ouais, j'ai mis sur les. 587 détecteurs de présence. Si, si, ouais, Y ouais, compris sur la voie circulée? oui, 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 oui. Ouais. Et ça fonctionne bien sur les voies, justement, ta voie à En 30 fait, 000 véhicules. bah justement, c'est parce que la détection, un des avantages, entre guillemets, c'est que cette voie-là est circulée à plus de 50 km/h. Donc la Hmm. détection, elle ne fonctionne, elle fonctionne en dessous de 30 km/h. Entre 30 et 50, voilà, on est dans une marge. Et sur les essais qu'on a fait, on n'a pas de fonctionnement sur cette voie, sur la section courante. Sur les giratoires, oui. Et clairement, sur les giratoires, oui, parce qu'on en approche. Et là, ça fonctionne. Mais c'est un peu aussi le but recherché. C'est un peu le but recherché. Sachant que la détection ne fonctionne que de minuit à Oui, ok, 5h30. oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, donc, voilà. Et en fait, ce qu'il faut regarder aussi sur sur ce type de projet, notamment par rapport à l'impact biodiversité. Ah oui, je vais répondre à la question par rapport à Florent. Par rapport à l'impact biodiversité, les études, alors je ne sais pas si Lise est encore présente. Ce qui est important, l'éclairage doit fonctionner de manière optimale d'un point de vue énergétique et d'un point de vue biodiversité au coucher du soleil et pendant plus de 3 heures après le coucher du soleil. Et idem le matin avant le lever du soleil. Entre deux, la nuit, je ne veux pas dire que c'est moins important, mais l'impact, en tout cas par rapport à l'indicateur chauve-souris, est moindre. Donc, c'est là où il faut être le plus vigilant. C'est là où on en a besoin, où l'humain a besoin. C'est là où on a des enjeux de sécurité forts et également des enjeux de biodiversité. Donc, le projet a été de limiter, enfin, de prendre en compte tous ces critères pour faire ce projet. Alors, Florent, avez-vous été limité par les drivers niveau d'abaissement? Oui. Oui, 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 oui. Alors, on était parti au départ, ouais. On était parti au départ sur l'abaissement et en fait, par rapport aux plages de fonctionnement qu'on a vues en abaissement, on était contraint de baisser à 85%, 85, 86%. Voilà. La limite en 87. En dessous, ça décrochait par rapport aux plages de fonctionnement des composants, voilà, par rapport aux drivers qui ont été choisis. En fait, il faut bien regarder la plage. C'est une association driver et dispositif de télégestion et nœud communicant. Voilà. Le driver seul, on peut le baisser. Après, ce qu'il faut, c'est de piloter par une télégestion. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Florent. Non, moi je voulais savoir c'est si tu étais limité au niveau de tes abaissements, si tu voulais descendre vraiment bas. Bah Par oui, exemple, si tu peux très bien faire de la détection en disant je crois que tu baissais à 10%, bah, tu peux oui, très bien te dire mon 10%, vu le nombre de lettres que j'ai, eh ben, 150 milli, c'est trop, alors que moi je voudrais être à 85 milliampères. Et chez Philips, apparemment, on peut pas faire ça parce que effectivement, il décrocherait. Moi, oui, oui, tout à j'ai fait. pas Oui, eu oui. le cas, mais en fait, c'est ce que les fabricants m'ont dit. Alors que là, on a fait nous des réglages à 72 milliampères pour certains modules LED chez Oui. Osram, ça passait. Mhm. Ouais, tout à fait. Alors, ça va dépendre des drivers. Si tu veux, quand on a fait le projet, on n'a pas raisonné en nombre de LED et en courant, on a raisonné uniquement en puissance. D'accord? Donc on a raisonné Mhm. et par rapport alors là, et c'est ça qui est un peu, comment dire, euh, qui est un peu compliqué, c'est qu'on a un système indépendant de télégestion de Philips. Donc en fait, quand tu mets un système propre
au fabricant du luminaire qui va pouvoir gérer comme ça a été le cas. Genre, je vais pas parler de marque, ça peut fonctionner. Là, on met un système de télégestion qui vient, piloter un driver autre. Et donc, on a les contraintes du système de télégestion et des contraintes du driver. Donc, nous, le choix qui a été fait technique, c'était d'abaisser au départ à 90% pour laisser un niveau de veille. Voilà, on ne voulait pas faire de l'extinction pour tout un tas de raisons, notamment Quand tu dis à 90%, tu veux dire tu baisses de de puissance. 90%, donc tu es à Oui, 10% de la puissance la nominale. consommation de puissance, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, Ouais, je parle en d'accord. abaissement. Oui, 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 oui. Et donc on baisse à 90%, donc on ne consomme que 10%, mais cette baisse de 90%, à P égale 8, hein, donc soit on baisse l'intensité du courant, soit on conserve l'intensité, mais on allume moins de LED. Voilà, donc en fait, nous, on s'est basé plutôt sur le côté résultante. Et résultante, c'est le watt. Hmm. Or, on s'est aperçu que lorsqu'on faisait les abaissements, que le palier, le driver décroche. Et donc la limite réelle, c'était 13-14% sur place. 13-14%. Donc on s'est dit, on ne va pas prendre de risque, c'est 15. Derrière, quand on fait de l'abaissement, par rapport aux cloches de fonctionnement des drivers, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a notamment tout ce qu'on appelle les THDI, facteurs de puissance, THDI, voilà, qui sont aussi détériorés. Voilà, donc on a dû concilier pour pas non plus trop perturber ces grandeurs. Parce qu'il Hmm. faut pas que les gains énergétiques se fassent au détriment de perturbations sur le réseau. Ouais. Tu vois, sur Moi, je me le. permets de réagir. 150 milliampères, ça me paraît énorme, là. Oui, Florent indique 150 milliampères minimum. oui. Comment? C'est bizarre. C'est bizarre. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Oui, Alors, vas-y. dans le chat, là, ce Oui. que dit Ouais. Florent, c'est Philips ne peut pas descendre en dessous de 150 milliampères. C'est très Moi, surprenant, ça. on m'a déconseillé de descendre en dessous de 150 milliampères, voire certains qui disaient 200. Bon, Oui, c'est ça. En après fait, ça, Même si on prend 700, c'est plus du 15% de retour 700, d'impôt. non, parce qu'en fait, c'est ce que 80, dit, quoi, 90. Donc, parce que ce que disent après, ça va dépendre de la technologie, mais aussi des plages de fonctionnement des équipements. En fait, quand tu regardes comment tu regardes ta plage de fonctionnement sur un driver, enfin, grosso modo, tu as une espèce de carré, enfin de déformé, et en fonction de la plage où tu vas te situer, tu peux descendre très bas en courant, mais tu vas devoir avoir plus de LED par rapport hop, 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 de pouvoir se mettre, tu vas baisser en courant, mais il va falloir compenser par le nombre de LED pour la puissance. Donc, c'est toujours dans le rapport UI, hein, chaque fois. Il faut toujours avoir ce rapport-là. Et si tu baisses ton courant à puissance constante, tu vas forcément avoir plus de LED à alimenter. Et donc Philips ouais. dit, lui, enfin, c'est ce que j'avais compris aussi, hein, moi, dans ce que dit Florent, Philippe, pour pas que les composants ne décrochent, qu'on soit sous leur seuil de fonctionnement, eh bien, on limite le courant. En fonction de la plage de fonctionnement du driver. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair. L'estimation de l'empreinte ah oui. L'estimation de l'empreinte carbone. Prenez-vous en compte le traitement, recyclage des anciens luminaires. J'ai peut-être échappé l'information. Lise, euh, Aurélie et Louis. Oui, il me semble, oui, c'est ça, on le prend en compte, ouais. Oui, on prend en compte le recyclage des différentes sources lumineuses. Alors, vous avez parlé d'indicateurs liés à la biodiversité, exemple chauve-souris. Comment ceux-ci ont-ils été quantifiés? Alors, on avait, habituellement, quand je fais des présentations sur ce sujet, j'interviens avec un écologue, hein, qui est Odyssée, donc voilà, en l'occurrence, c'est Lise qui est présente. Je ne sais pas si Lise, tu es encore présente parce on n'a pas abordé le volet biodiversité pour se concentrer uniquement à l'approche technologique et impacts environnementaux, mais liés notamment essentiellement au kilowattheure et non pas liés à la biodiversité. Si tu peux en dire quelques mots, Lise, si tu veux bien, si c'est possible, si tu es présente encore. Oui, tout à fait. Du coup, pour quantifier
l'activité, enfin l'indicateur lié aux chauves-souris, on a disposé des enregistreurs passifs. Donc, pardon, des enregistreurs qui enregistrent toute la nuit et se déclenchent lors d'un passage de chauve-souris. Et ça nous a permis de déterminer des niveaux d'activité parce qu'on utilise un référentiel de niveau d'activité qui permet de comparer nos résultats obtenus sur le terrain à une bibliothèque de niveau de son qui constitue un référentiel. Du coup, à partir de ça, on a créé une carte de niveau d'activité sur toute la ville de Douai. Et donc, c'est sur ces cartes qu'a été tracée la trame sombre. Et c'est comme ça qu'on puisse orienter les priorités de rénovation d'éclairage au niveau de la commune. Merci, Je, Elisa. je rebondis par rapport aux indicateurs. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez identifié des zones prioritaires en se disant que vous avez identifié en fait des secteurs un petit peu sensibles en termes de biodiversité et du coup, vous appuyez sur ces secteurs-là pour prioriser la transition LED. C'est ça que je comprends. Mais après, vous avez la capacité à mesurer avant, après l'évolution de la biodiversité, en l'occurrence des chauves-souris, là, Ouais. après avoir remplacé les équipements. Oui, Ouais, du ça a coup, été- c'est bien ce qu'on a fait. Enfin, la première étude nous a permis de déterminer les zones d'activité hautes au niveau d'activité et notamment du coup d'identifier des zones qui pouvaient constituer des barrières à l'utilisation de l'habitat pour les chiroptères. Donc, des zones qui sont considérées comme polluées par la lumière. Et effectivement, on a répété l'opération après les travaux de rénovation de l'éclairage pour voir si on pouvait estimer ou non que la rénovation de l'éclairage avait un effet sur le niveau d'activité des chauves-souris. Donc c'est quelque chose qui est difficile de trancher catégoriquement parce que c'est des études qui nécessiteraient d'être répétées dans le temps, enfin, sur une temporalité plus longue pour vraiment avoir des résultats solides. On s'oriente sur un oui, peut-être, pour certaines espèces, des bénéfices liés à la rénovation de l'éclairage, mais parce qu'on n'a pas forcément les données ou la temporalité qui nous permet de l'affirmer. En tout cas, on sait que la modification enfin, actuellement dans la littérature, on sait que la modification de l'éclairage, elle a un bénéfice et qu'il y a certains paramètres de l'éclairage qui sont réellement moins impactants pour la biodiversité. Et si je peux répondre à la question de Yvan, Bien sûr. non, il n'y a pas d'autres indicateurs biodiversité qui ont été mesurés parce que c'est difficile à mesurer. Il y avait eu une volonté peut-être d'utiliser des araignées, mais c'est beaucoup plus compliqué que les chauves-souris, puisque les chauves-souris, l'intérêt et vraiment le point positif, c'est qu'on peut poser des enregistreurs passifs, ce qui nous permet de collecter une très grande quantité de données pour une intervention sur le terrain qui est assez limitée, on va dire. Merci, Lise. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Bien. Un retour à la sagesse. Lors de c'est une trame sombre. Alors, c'est pas une trame noire, c'est une trame sombre. Oui, on a eu pas mal de retours d'usagers. Alors, les premiers retours qu'on a eu notamment, c'est par rapport à la rénovation en LED, qui apporte un vrai confort en termes d'usage sur l'éclairage. Et voilà, avec, comme je disais, que la photométrie adaptée, les niveaux d'éclairement ajustés, voilà, on est passé d'éclairer un peu partout à éclairer vraiment précisément. Et donc ça, c'était un premier gain. Et le second point, notamment par rapport aux zones à fort enjeu de biodiversité. Donc on a des lotissements, des zones près de la rivière. Le fait de
de baisser le niveau d'éclairement en mettant de la détection, en préservant, en indiquant qu'on préserve la biodiversité, oui, ça a été un retour positif. C'est aussi de la pédagogie, en expliquer aux gens que c'était un projet expérimental, qu'on peut pas faire ça sur sur tout un territoire, notamment pour des questions technologiques et de coûts. Et on est comment on a eu comment dire de bons retours. Par rapport oui, donc Cario, donc sur la température de 2200 Kelvin, oui, alors là pareil, c'était assez alors, on avait discuté avec à l'époque avec Nicolas de l'Odyssée lorsqu'on avait fait le premier projet. Donc on était parti sur une température, on souhaitait des températures plus basses, sur du 1800 Kelvin. Or, les contraintes énergétiques en termes d'éclairage et d'efficacité des sources nous ont amené à trouver une solution intermédiaire qui était de 2200 K. Ce ressenti de 2200 K, l'énorme avantage, c'est qu'on a un IRC de 70 sur ces sources, donc au détriment des SHP qui 2200, enfin qui ont 2000 K, mais qui ont un IRC de 20-25, a été plutôt bien accepté. Et au final, l'éclairage, on ne trouve, ça ne change pas trop de la SHP, mis à part auquel on était habitué, mis à part qu'on voit un peu mieux les couleurs. Et l'uniformité d'éclairage était très faut que je réponde à cette question. Était très importante. On a eu aussi une part communication. On a expliqué qu'on rénove dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne, donc expérimental, et qu'on a fait un choix de mettre une température de couleur pour tout en éclairant, de protéger la biodiversité. Et donc, il y a eu aussi pas mal des échanges avec les riverains pour leur expliquer, et ce qui fait que ça s'est très très bien passé. À ce jour, dans le cadre de ce projet, on n'a pas de retour négatif sur cette température de couleur, sachant qu'elle est mise essentiellement en été. Donc là où forcément on n'a pas besoin de suite. Et pour prendre une des parties de la train de sonde quand je viens, c'est absolument pas gênant, absolument pas. Alors, est-ce que le choix des courants porteurs lignes pour la communication, hein, Excusez-moi, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Roger, parce que nous, on a fait dans la tram noire, Ah oui, Damien, vas-y. on a fait du 1800 Kelvin sur le secteur de la Citadelle. Alors, c'est pas routier, hein. On fait 1800 en été et 2200, 3000 en hiver. Et il n'y a aucune réaction, même si nous, quand on y passe, on trouve que 1800 c'est particulièrement glauque. On n'a jamais de remarque à ce sujet. Voilà. Fin de l'aparté. Ouais, tout à fait. Merci Damien. Et c'est vrai que la ville de Lille était précurseur sur ce type de projet. Voilà, c'est très très bien ce qui a été fait également. Et voilà, on n'a pas de retour, en tout cas négatif. Voilà. Pour la température, donc du Florent, quand on sort du SHPA 2000, ça ne peut pas choquer d'être en 2200. Ben, non, ça se passe très très bien. Alors la différence, c'est l'uniformité, la qualité de la lumière. La qualité de l'éclairage au sens large est complètement revue avec la LED, et ça c'est très positif. On a cette uniformité qui apporte vraiment beaucoup, hein. Ça apporte un vrai confort. Alors pour le choix du CPL, oui, c'est le choix qui a été fait. Alors techniquement, parce que ça nous a franchi en termes de communication, en termes de communication entre les luminaires et l'armoire de commande, donc là où on a les automates. Donc on est affranchi de ça. À l'époque, on commence à parler du LoRa en 2018. Technologie LoRa au poids lumineux, voilà. Aujourd'hui, on se poserait la question. Alors, je pense que pour le CPL, non. Pour le CPL, non, ça, parce que c'était l'avantage que l'on a. Alors, l'avantage, c'est que ça nécessite quand même d'avoir des réseaux sains. Donc, on a dû repasser des réseaux, mais comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure par rapport à la technologie, donc notamment la règle du nombre, la conformité des installations pour les réseaux aériens, on doit de toute façon revoir tous les réseaux. Donc on passe des réseaux neufs, on n'aurait pas pu utiliser les réseaux quasi existants. Donc on aurait dû avoir des réseaux quasi neufs ou en tout cas sains. Donc le CPL s'y prête bien.
Après, la technologie, les coûts aujourd'hui, euh, pourquoi pas, entre le détecteur et enfin les détecteurs entre eux au niveau des groupes communicants, entre l'opérateur et le nœud de télégestion, pourquoi pas. Mais c'est une technologie qui fonctionne, ça fonctionne bien aujourd'hui, donc peut-être, peut-être. Mais en tout cas, là, pour le choix qui a été fait en termes de CPL, ça fonctionne très très bien et on n'a pas de retour, enfin, de défaillance en termes de fonctionnement de l'installation, des fonctionnalités. Voilà, merci. De rien. D'autres questions? Oui, ouais, Philippe Cariou, j'ai encore une question. Oui, Qu'est-ce qui a permis vas-y. le financement FEDER? Alors, le financement FEDER, donc là, bah, comme j'avais dit tout à l'heure, je tiens également à remercier encore la région, Mme Capron, je ne sais pas si elle est encore avec nous, donc pour le financement de ce projet innovant. Alors, ce qui a permis ce financement a été de plusieurs critères. Donc, ça s'est inscrit dans le projet projet porté par la région, qui était la renaturation en ville. Donc, la reconquête de la nature en ville, et donc qui avait plusieurs axes, et et on avait présenté dans le cadre d'une revue de projet, ce projet d'Atrame sombre de Douai, et donc qui a permis d'être financé. Alors, parce que ça correspondait à plusieurs objectifs. Renaturation en ville, donc reconquête de la biodiversité, au sens alors, nocturne et donc au sens plus général du terme, des gains énergétiques importants. Et là, aujourd'hui, on voit également que d'un point de vue environnemental, on a aussi des gains qui sont très importants. Donc, on répondait à l'ensemble de ces critères et aussi une solution expérimentale et innovante. Et ce qui est le cas. Alors, tant à l'échelle du territoire, vous l'avez vu tout à l'heure, 103 hectares, ça représente à peu près 16% du territoire de la ville, ce qui est énorme, avec des contraintes urbanistiques, de circulation, d'habitat. Donc on est vraiment dans un milieu très urbanisé. Donc on avait toutes ces contraintes-là, l'esthétique et aussi une gestion différenciée des modules LED. Donc un peu sur ce qui a été fait sur l'île avec Damien, mais avec une autre approche technologique. Donc on a choisi d'autres intervenants. Donc c'est un choix. À l'époque, il n'y avait qu'un fabricant qui faisait ça. C'était peu développé, hein, très très peu. Il y avait qu'un fabricant qui avait expérimentalisé, voilà. Et donc nous on cherchait à, tout en répondant aux enjeux de biodiversité, à travailler différemment et d'ouvrir un peu le champ des possibles en intégrant d'autres partenaires et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc la région, on a donc échangé avec eux. Donc après on avait des contraintes de délai, de faisabilité, avec un diagnostic, une étude d'impact, voilà, pour montrer ce qui avait été fait. Donc tout ça fait que on a eu la chance d'avoir un financement de presque 70% sur le montant des travaux. Mhm. Ok, merci. De rien. Alors, je sais pas ce qu'il en est en Bretagne, mais dans le Nord, sur le programme FEDER 2021-2027, il y a des projets de renforcement des corridors de biodiversité. Ah, c'était reporté ça, Damien? Ça a été repris et nous, on est en train de monter un dossier Luciole 2, voilà, qui a été Oui, ah déposé oui. à la Réunion. Non, c'est vrai, Johan m'en avait parlé, ouais, c'est vrai, exact. Exact. Alors maintenant, le financement, voilà, autant sur le projet numéro 1, le financement, c'était sur tout. Mm. Sur le projet numéro 2, c'est vraiment que sur la plus-value liée Ouais, au c'est ça, développement du corridor de biodiversité. Voilà. c'est ça. Donc Ouais. c'est plus compliqué à justifier. Voilà. Mais justement, grâce à des analyses comme ça, tu vois, comme qui a été faite sur la quantification des bénéfices, justement, ça va vraiment dans ce sens-là, tu vois. Sur les outils qui sont mis en place, voilà, ça apporte une vraie plus-value. Et précisément, c'est améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain. Et réduire toute forme de pollution. Donc vraiment, on est vraiment là-dedans. Ouais, tu vois. Voilà. Bon,
Très très bien. Parfait. Est-ce- Avez-vous d'autres questions? Est-ce que l'heure approche? Bah écoutez, je vais clôturer donc ce webinaire en vous remerciant de votre participation. Merci Louis et Aurélie pour votre présentation, votre intervention. Voilà, on a des questions assez techniques hein, sur ces sujets. Donc voilà. Mais voilà, on montre aujourd'hui que l'éclairage, voilà, ça va beaucoup plus loin que le fait de simplement remplacer et de s'intéresser qu'au kilowattheure. Voilà, il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et ouais, donc travailler de cette manière-là, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui nous ouvre pas mal de perspectives. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne journée et puis bah, peut-être à très bientôt. Bonne journée à vous, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.